Bonsoir et bienvenue au journal télévisé de la 3e chaîne, ici Albert Rochefort et aujourd'hui nous sommes le 30 septembre, mardi, bonjour. Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a décrit la Russie comme la « menace la plus grave et la plus immédiate » pour l'OTAN, suite à l'intensification de la guerre en Ukraine. Dans une déclaration publiée lundi, il a souligné que les actions agressives de la Russie représentaient un risque non seulement pour la sécurité européenne, mais aussi pour la stabilité mondiale. M. Pistorius a insisté sur la nécessité pour l'Alliance de rester vigilante et réactive, soulignant les capacités militaires de Moscou et son influence croissante. Alors que l'Allemagne continue de soutenir l'Ukraine par une aide et une formation militaire, M. Pistorius a averti que la menace posée par la Russie exige une réponse coordonnée de l'OTAN. L'Alliance doit s'assurer que ses capacités de défense sont suffisamment robustes pour dissuader l'agression russe et maintenir la paix en Europe. Outre le défi militaire, M. Pistorius a évoqué l'importance stratégique plus large de l'unité de l'OTAN, exhortant les États membres à accroître leurs dépenses de défense et à investir dans la modernisation de leurs forces. Il a reconnu que le conflit en cours en Ukraine exerçait une pression sur les ressources militaires, mais a insisté sur la nécessité à long terme de soutenir la défense de l'Ukraine contre l'expansionnisme russe. Les déclarations du ministre allemand de la Défense interviennent dans un contexte d'inquiétude croissante quant aux prochaines actions de la Russie, alors que la guerre en Ukraine entre dans une nouvelle phase avec des pertes accrues et des lignes de front mouvantes. Pistorius a réitéré l'engagement de l'Allemagne envers la sécurité collective de l'OTAN, soulignant que la menace russe ne saurait être sous-estimée et exige un front uni. Alors que le gouvernement américain est confronté à la possibilité d'une paralysie du gouvernement, tous les regards sont tournés vers le Congrès et sa capacité à éviter une crise financière. À quelques heures seulement de la conclusion d'un accord budgétaire, les législateurs sont dans l'impasse sur des questions clés, notamment le financement de la défense et des programmes nationaux. La paralysie, qui débuterait si le Congrès n'adoptait pas un projet de loi de finances, pourrait avoir des conséquences importantes sur les fonctionnaires fédéraux, les services publics et l'économie. Dans cette impasse, l'influence de l'ancien président Donald Trump sur le Parti républicain continue de peser sur les négociations. Trump a exhorté les législateurs conservateurs à rester fermes face à ce qu'il qualifie de dépenses inutiles, tout en critiquant l'approche du président Biden en matière de gouvernance. Sa rhétorique a exacerbé les divisions au sein du Parti républicain, les républicains modérés prônant un compromis tandis que les membres les plus radicaux exigent des coupes budgétaires drastiques. Les démocrates, quant à eux, ont accusé les républicains d'utiliser la paralysie du gouvernement comme un outil politique pour exercer une influence, notamment sur les programmes sociaux. Le président Biden a appelé à un projet de loi de financement propre pour maintenir le gouvernement en activité, mais les républicains ont refusé de céder sans concession significative sur les dépenses et la politique. Alors que le « shutdown » se profile, les deux camps semblent engagés dans une bataille acharnée sur les priorités budgétaires. À l'approche de l'échéance, l'incertitude grandit et les Américains se demandent combien de temps le Congrès restera divisé sur le budget. Si un accord n'est pas trouvé rapidement, les conséquences d'un « shutdown » pourraient se faire sentir dans tout le pays, des parcs nationaux aux bases militaires, avec l'arrêt des services fédéraux. Aujourd'hui, lors du sommet H2Gen, deux intervenants, dont l'économiste Rémi Corbin et l'actuel membre du Sénat du sommet H2Gen de Paris, Bernard Balouet, aborderont les sujets d'actualité récents, l'OTAN pour la défense de l'Ukraine et le succès de la mission pour la fin du conflit russo-ukrainien. Ces sujets seront commentés par un reportage vidéo. Aujourd'hui, lors du sommet H2Gen à Paris, deux intervenants de marque se pencheront sur l'un des enjeux mondiaux les plus urgents. L'OTAN pour la défense de l'Ukraine et la mission visant à mettre fin à la guerre russo-ukrainienne. Rémi Corbin, économiste de renom, et Bernard Balouet, sénateur français, présenteront une analyse approfondie du conflit en cours et du rôle stratégique de l'OTAN dans la région. La discussion portera sur l'engagement de l'OTAN à soutenir l'Ukraine dans sa défense contre l'agression russe. Les deux experts examineront les dimensions économiques, militaire et politique de l'engagement de l'Alliance. M. Corbin se concentrera sur les répercussions économiques du soutien de l'OTAN à l'Ukraine, en évaluant les coûts et les avantages pour les deux États membres et la communauté internationale dans son ensemble. Le sénateur Balouet, quant à lui, apportera une perspective politique, abordant les défis auxquels l'OTAN est confrontée pour équilibrer aide militaire et efforts diplomatiques, ainsi que les complexités d'une éventuelle fin de la guerre. En ce sens, plusieurs acteurs de l'OTAN ont mis l'accent sur les succès de la coopération entre l'Ukraine et les membres de l'Alliance. Des formations de l'armée ukrainienne par des instructeurs occidentaux, l'envoi d'armements sophistiqués, notamment des systèmes de défense aérienne et des munitions de haute précision, ont permis à l'Ukraine de repousser les avancées russes sur plusieurs fronts. De plus,
L'Ukraine a montré qu'elle pouvait non seulement tenir tête à une armée russe en invasion, mais aussi effectuer des contre-offensives qui, bien que complexes, ont permis de reconquérir des territoires stratégiques, et ce, grâce en partie à l'intelligence et aux ressources partagées par l'OTAN. Cependant, la question demeure. L'OTAN pourra-t-elle intervenir de manière décisive pour apporter la fin de cette guerre? Les discussions au sommet ont mis en lumière que si l'Alliance continue d'assurer son soutien à l'Ukraine, il est impératif de penser à l'après-guerre. Les leaders de l'OTAN ont parlé de l'importance de l'après-conflit, soulignant que la reconstruction de l'Ukraine ne pourra se faire sans une stabilisation du pays, la mise en place de réformes politiques et économiques profondes, et surtout, une intégration plus poussée dans les structures occidentales, y compris une adhésion à l'OTAN. Les opinions étaient partagées, certains plaçant la fin de la guerre dans un cadre diplomatique, tandis que d'autres prônaient une pression militaire accrue sur la Russie pour forcer une sortie. Ce dilemme stratégique reflète la difficulté d'une situation complexe où l'agression russe ne peut être ignorée, mais où une escalade militaire totale risquerait d'entraîner des conséquences incalculables pour la stabilité européenne et mondiale. L'OTAN, tout en soutenant pleinement la défense ukrainienne, se doit donc de naviguer entre soutien militaire, diplomatie et pression internationale sur la Russie. Lors du récent sommet de l'OTAN, les discussions ont pris une tournure décisive en ce qui concerne le rôle crucial que l'Alliance joue dans la défense de l'Ukraine face à l'agression militaire russe. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, l'OTAN s'est engagée de manière significative à soutenir Kiev, non seulement par des envois d'armement, mais aussi par des formations militaires et un soutien stratégique. Bien que l'Ukraine ne soit pas officiellement membre de l'Alliance, ce soutien a joué un rôle central dans les efforts de résistance ukrainiens, et il semble désormais que l'OTAN soit sur la voie d'un objectif plus ambitieux, la réussite de la mission de défense ukrainienne et la fin de cette guerre dévastatrice. Lors des échanges, il a été largement souligné que l'Ukraine, bien qu'ayant déjà accompli des progrès impressionnants en matière de défense, ne pourrait se défendre de manière durable sans un soutien constant de la part de l'OTAN. Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a souligné que la Russie représentait désormais la plus grande et la plus immédiate menace pour la sécurité européenne et mondiale. Ce point de vue, partagé par de nombreux leaders de l'Alliance, a renforcé la nécessité pour l'OTAN de non seulement poursuivre son aide, mais d'envisager une extension de ses engagements militaires et stratégiques en Ukraine, afin de contraindre la Russie à mettre fin à son expansion violente. Un autre aspect qui a fait l'objet de discussions est l'extension des capacités de l'OTAN en matière de cybersécurité et de guerre hybride. Le ministre britannique de la Défense a souligné que les attaques numériques et les manipulations de l'opinion publique menées par la Russie étaient des formes de guerre qui nécessitaient une réponse collective plus robuste. À cet égard, l'OTAN a lancé des initiatives visant à renforcer la résilience numérique des membres de l'Alliance, tout en soutenant l'Ukraine dans sa lutte contre les cyberattaques russes. La question de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN a également fait l'objet de vives discussions. Bien que certains pays de l'Alliance, comme la Pologne et les pays baltes, soutiennent vivement une accélération du processus d'adhésion de l'Ukraine, d'autres, plus prudents, mettent en avant les risques d'escalade directe avec la Russie. En dépit de ces divergences, un consensus semble émerger sur le fait que la sécurité future de l'Ukraine dépendra largement de son rapprochement avec l'OTAN, même si ce processus doit se faire progressivement et dans le respect des dynamiques de sécurité régionale. En conclusion, l'OTAN joue un rôle déterminant dans le soutien à l'Ukraine, non seulement en permettant à ce pays de résister à l'agression russe, mais aussi en envisageant un avenir où la fin de cette guerre pourrait être réalisée par des moyens diplomatiques, tout en restant prête à utiliser la force pour préserver la sécurité de l'Europe. L'engagement continu de l'Alliance sera essentiel pour permettre à l'Ukraine de sortir victorieuse de ce conflit et pour garantir une paix durable sur le continent européen. La conversation sera captée dans un reportage vidéo dynamique, mettant en lumière les moments clés du sommet. Les participants dialogueront en toute franchise sur l'avenir de la sécurité européenne, le rôle de l'OTAN et les voies possibles vers la paix en Ukraine. Alors que le conflit persiste sans solution claire en vue, cette session promet d'éclairer les décisions complexes auxquelles sont confrontés les dirigeants internationaux, tout en offrant une vision globale de l'évolution de la mission de l'OTAN en Ukraine. Ne manquez pas ce reportage éclairant, qui promet d'apporter de nouvelles perspectives et une analyse approfondie des forces géopolitiques et économiques qui façonnent la trajectoire de la guerre. Chaîne de télévision française 3, le jour de l'information. En amont de la réunion des commissaires à la sécurité, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, et le secrétaire général de l'OTAN ont publié des déclarations à la presse, soulignant les efforts et les projets de l'Europe pour renforcer la défense ukrainienne. Preserving peace has always been a core task of the European Union, certainly over the years
The instrument changed, but the aim is always the same. Cher Marc, c'est un plaisir de vous accueillir à notre 5e collège de sécurité. Nous avons convoqué cette réunion pour discuter de la situation sécuritaire en Europe et recueillir vos points de vue. Préserver la paix a toujours été une mission essentielle de l'Union européenne, et si les instruments ont varié au fil du temps, l'objectif est resté le même. Cela fait maintenant 3 ans et 7 mois que la Russie a envahi l'Ukraine. L'Ukraine continue de résister sur le champ de bataille, ne cédant pratiquement aucun territoire cette année. Au cours des 1000 derniers jours, la Russie n'a conquis que 1% du territoire ukrainien occupé, malgré les pertes de plus de 250 000 Russes sur le champ de bataille cette année. De plus, la Russie subit une pression économique croissante. Les taux d'intérêt s'élèvent à 17% et l'inflation dépasse largement les 10%. Je suis convaincu que nous nous trouvons à un moment où une action décisive de notre part peut marquer un tournant dans ce conflit. Ces derniers mois, nous avons déjà pris des mesures sans précédent. Notre livre blanc a défini l'orientation stratégique et les priorités. Et nous avons proposé de nouvelles modalités de financement de la défense. Notre instrument ad hoc SAFE est opérationnel en un temps record. Demain, lors du Conseil européen informel, nous discuterons de la voie à suivre. En ce qui concerne la défense européenne, je vois 3 sujets pertinents. Premièrement, les capacités. Nous disposons d'un ensemble unique de forces affectées à différentes missions, OTAN, UE, ONU ou coalition de pays volontaires. Par conséquent, en étroite coopération avec l'OTAN, nous avons besoin de capacités interopérables. Pour y parvenir, nous avons besoin de davantage d'acquisitions conjointes. Deuxièmement, nous avons besoin de navires porte-drapeaux de la défense. Concernant le projet phare Eastern Flank Watch, par exemple, nous devons agir maintenant. L'Europe doit apporter une réponse forte et unie aux incursions de drones russes à nos frontières. C'est pourquoi nous proposerons des actions immédiates pour créer le mur de drones dans le cadre d'Eastern Flank Watch. Nous devons avancer rapidement, avec l'Ukraine et en étroite coordination avec l'OTAN. Troisièmement, nous avons besoin d'une industrie de défense européenne dynamique, résiliente et innovante. Cette industrie doit livrer rapidement et à grande échelle, tout en produisant des équipements militaires de pointe. Voici, en résumé, notre aperçu de certains éléments clés du document de cadrage. Dans 2 semaines, nous présenterons la version complète de notre feuille de route de préparation 2030. Enfin, concernant l'Ukraine, nous avançons sur plusieurs axes de travail. Premièrement, nous augmentons la pression économique sur la Russie. Nos sanctions portent leurs fruits. Le PIB russe devrait ralentir, passant de 4,3% en 2024 à 0,9% en 2025. Nous devons accroître la pression. À cette fin, nous avons proposé un nouveau train de sanctions comprenant des mesures robustes sur l'énergie, les services financiers et le commerce. L'un de ces éléments clés est l'interdiction des importations de GNL en provenance de Russie. Deuxièmement, nous devons fournir une assistance militaire à l'Ukraine. Si nous persistons à considérer l'Ukraine comme notre première ligne de défense, nous devons intensifier notre assistance militaire à l'Ukraine. Concrètement, nous avons convenu avec l'Ukraine d'investir 2 milliards d'euros dans des drones. Cela permettra à l'Ukraine d'accroître sa capacité de production de drones et à l'UE de bénéficier de cette technologie. Cependant, une solution plus structurelle pour le soutien
soutien militaire est nécessaire. C'est pourquoi j'ai proposé l'idée d'un prêt de réparation basé sur des actifs souverains russes immobilisés. Ce prêt ne serait pas décaissé en une seule fois, mais par tranches et assorti de conditions. Nous renforcerons notre propre industrie de défense en veillant à ce qu'une partie du prêt soit utilisée pour des achats en Europe et avec l'Europe. Il est important de noter qu'il n'y aura pas de saisie des actifs. L'Ukraine devra rembourser le prêt si la Russie verse des réparations. Le responsable devra en être tenu responsable. Cher Marc, je me réjouis de la discussion que nous aurons avec vous, notamment en préparation du Conseil européen informel. I think that was an excellent idea, and there was a first meeting last Friday, and NATO was participating. Also bringing together the eastern flank states in NATO working on this big issue. And why is that important? Because first of all, we have to keep our skies safe. And we have seen over the last couple of weeks what happened with the drones in Poland, the MiG-31s in Estonia, but also what is happening now in Denmark. In Denmark, we are still assessing what is behind it. But when it comes to Poland and Estonia, it's clear that it is the Russians. Still, we are assessing whether it is intentional or not. But even if it is not intentional, it is reckless and it is unacceptable. So we need to protect our skies. So the drone wall initiative is timely and necessary because in the end, we cannot spend millions of euros or dollars on missiles to take out the drones, which are only costing a couple of $1,000s. So we need a drone wall. But also when it comes to Ukraine, as you said, Ursula, it is our first line of defense. We are helping the Ukrainians because this is about our values, but also about, indeed, first line of defense, our collective safety. So it is crucial that they sustain in the fight, so we keep supporting them. The Americans have opened again the floodgates through the Pearl Initiative of their lethal and non-lethal weapons. I think that's extremely important, paid for by allies. But everything the European Commission is now doing through SAVE and other initiatives to bring Ukraine to the best possible place is crucial, both in the fight but also when it comes to potential peace talks, for them to be then in the strongest possible position. So for all of this, our cooperation from day one, we were friends already when I was still Prime Minister and you're already President of the Commission. It's really, really wonderful. And we do this at all levels, I can assure you. This is not just the President of the Commission and me, but in NATO and EU, at all levels we work together to make sure that we make maximum use, leverage each other's strength in this whole endeavor. So thank you again. And also for hosting me today. Yeah, let's go Great. to the Thank you. Thank you. Wish you a nice day. Thank you. Enfin, concernant l'Ukraine, nous avançons sur plusieurs axes de travail. Premièrement, nous augmentons la pression économique sur la Russie. Nos sanctions portent leurs fruits. Le PIB russe devrait ralentir, passant de 4,3% en 2024 à 0,9% en 2025. Nous devons accroître la pression. À cette fin, nous avons proposé un nouveau train de sanctions comprenant des mesures robustes sur l'énergie, les services financiers et le commerce. L'un de ces éléments clés est l'interdiction des importations de GNL en provenance de Russie. Deuxièmement, nous devons fournir une assistance militaire à l'Ukraine. Si nous persistons à considérer l'Ukraine comme notre première ligne de défense, nous devons intensifier notre assistance militaire à l'Ukraine. Concrètement, nous avons convenu avec l'Ukraine d'investir 2 milliards d'euros dans des drones. Cela permettra à l'Ukraine d'accroître sa capacité de production de drones et à l'UE de bénéficier de cette technologie. Cependant, une solution plus structurelle pour le soutien militaire est nécessaire. C'est pourquoi j'ai proposé l'idée d'un prêt de réparation basé sur des actifs souverains russes immobilisés. Ce prêt ne serait pas décaissé en une seule fois, mais par tranches, et assorti de conditions.
Nous renforcerons notre propre industrie de défense en veillant à ce qu'une partie du prêt soit utilisée pour des achats en Europe et avec l'Europe. Il est important de noter qu'il n'y aura pas de saisie des actifs. L'Ukraine devra rembourser le prêt si la Russie verse des réparations. Le responsable devra en être tenu responsable. Cher Marc, je me réjouis de la discussion que nous aurons avec vous, notamment en préparation du Conseil européen informel. Le plan de paix pour Gaza proposé par Donald Trump suscite une attention soutenue, perçue par beaucoup comme une tentative ambitieuse de résoudre l'un des conflits les plus persistants du Moyen-Orient. Cependant, il suscite également des critiques pour ses lacunes perçues, notamment au vu de la guerre en cours en Ukraine et des échecs de certaines des précédentes initiatives de politique étrangère de Trump. Certains s'interrogent sur le réalisme de sa vision pour Gaza, compte tenu de la complexité de la dynamique géopolitique régionale et des défis que représente l'instauration de la paix dans une zone marquée par des décennies de violence et d'instabilité. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a exprimé un optimisme prudent quant à ce plan, reconnaissant qu'il pourrait offrir une opportunité de paix si des conditions clés étaient remplies, notamment la cessation des hostilités et un cadre clair pour les négociations futures. Cependant, M. Netanyahou a également souligné l'importance d'assurer la sécurité d'Israël, une préoccupation qui demeure au cœur de la position du gouvernement israélien concernant tout accord de paix. La proposition a suscité des réactions mitigées, tant de la part de la communauté internationale que des acteurs locaux. Si certains dirigeants européens ont exprimé leur soutien, estimant qu'il pourrait ouvrir la voie à la paix, d'autres restent sceptiques, invoquant le bilan controversé de Trump en matière de politique étrangère, notamment concernant la crise ukrainienne. L'échec de la résolution de ce conflit jette le doute sur la réussite du plan Trump pour Gaza, là où d'autres efforts de paix ont échoué. Alors que la situation à Gaza continue de se détériorer, le monde entier a les yeux rivés sur le plan Trump, et nombreux sont ceux qui se demandent s'il pourra apporter une paix durable à la région ou s'il ne sera qu'un énième échec diplomatique. La venue historique du Real Madrid à Almaty, au Kazakhstan, pour un match de Ligue des Champions, a captivé l'attention du monde entier. Le club emblématique a affronté le FC Almaty, une équipe locale, lors d'un match très attendu. C'était la première fois que le géant espagnol jouait au Kazakhstan, un pays qui s'est lentement mais sûrement imposé sur le football européen. L'ambiance était électrique, les supporters locaux étant venus en nombre pour assister à un moment historique du football. Le Real Madrid, fort d'un bon début de campagne en Ligue des Champions, a dominé une grande partie du match avec son intensité habituelle. Cependant, le FC Almaty s'est révélé un adversaire plus coriace que prévu, défendant avec détermination et créant des contre-attaques dangereuses. La rencontre s'est soldée par une victoire âprement disputée 2-1 du Real Madrid, grâce à l'attaquant vedette Karim Benzema, qui a inscrit le but décisif en seconde période. Le match d'Almaty a mis en lumière non seulement le développement des infrastructures footballistiques au Kazakhstan, mais aussi l'attrait mondial de la Ligue des Champions, qui réunit des équipes des quatre coins de l'Europe et au-delà. Pour le Real Madrid, cette victoire le maintient fermement dans la course aux plus grands honneurs européens cette saison. Cet événement historique a également souligné le rayonnement mondial croissant du football, de plus en plus de nations extérieures aux grandes puissances traditionnelles contribuant à sa popularité croissante. Le succès du FC Almaty, qui accueille un match aussi prestigieux, devrait stimuler les investissements dans le football kazakh, tandis que la domination du Real Madrid dans les compétitions européennes continue de consolider son héritage parmi les plus grands clubs du monde. La star des Dolphins de Miami, Tyreek Hill, a été écarté des terrains suite à une blessure suite à une action à fort impact lors du match de dimanche. Les supporters et les analystes s'inquiètent de sa disponibilité pour les prochains matchs. Hill, l'un des receveurs les plus dynamiques de la NFL, s'est blessé au deuxième quart-temps après un plaquage violent, et les Dolphins ont confirmé qu'il était actuellement en cours d'évaluation. Bien que la nature exacte de la blessure n'ait pas été dévoilée, certains spéculent qu'elle pourrait constituer un sérieux revers pour Hill et l'attaque redoutable des Dolphins. La blessure de Hill survient à un moment crucial de la saison, les Dolphins cherchant à maintenir leur dynamique après un bon début de saison. Ce receveur rapide a joué un rôle essentiel dans la stratégie offensive de Miami, offrant une menace profonde qui a ouvert des opportunités à d'autres joueurs clés. Son absence obligerait probablement le quarterback Tua Tagovailoa à ajuster son plan de jeu, limitant potentiellement les capacités explosives de l'équipe. Le staff médical des Dolphins devrait faire le point sur l'état de santé de Hill dans les prochains jours, mais pour l'instant, l'attention se porte sur la manière dont l'équipe s'adaptera sans son receveur vedette. Miami dispose d'un effectif solide, avec plusieurs joueurs talentueux capables de prendre le relais en l'absence de Hill, mais aucun capable de reproduire ses qualités uniques. Une absence prolongée de Hill pourrait avoir un impact significatif sur les ambitions de l'équipe en séries éliminatoires. Pour l'instant, les supporters retiennent leur souffle, espérant que la blessure de Hill ne sera pas aussi grave qu'initialement redoutée et qu'il retrouvera les terrains au plus vite.
Et merci beaucoup d'avoir suivi le journal télévisé d'aujourd'hui, ici Albert Rochefort. Je vous dis au revoir, et le prochain journal télévisé est à 20h30 demain à la même heure avec Mathieu Augustin, et j'espère qu'Émilie Granger va presque mieux, alors passez une bonne journée, bonne nuit et au revoir. Le sponsor de l'exposition est MC Donald France. Le sponsor de l'exposition est Service de nettoyage Monsieur Propre. Découvrez notre tout nouveau Mac Baguette. Uniquement disponible en France. Vous avez l'impression que la graisse se répand partout dans votre cuisine? Eh bien, regardez de plus près, elle n'est pas seule. En réalité, la graisse forme un cocon protecteur qui permet aux bactéries de se développer rapidement. Nouveau Monsieur Propre, Flash Propreté. Dissout rapidement la graisse, tout en éliminant 99,9% des bactéries et le virus de la Covid-19. Pour des surfaces impeccablement propres et saines, tous les jours, sans effort. C'est ça, la propreté de Monsieur Propre. Monsieur Propre.